Le 14 février 2000, au petit matin, à Shelby, en Caroline du Nord, une fillette de 9 ans a disparu seule. Elle a quitté son domicile par temps froid et pluvieux et s'est volatilisée sans laisser de traces. Les témoins l'ont vue marcher seule. Et lorsqu'un automobiliste s'est arrêté pour lui porter secours, elle a pris la fuite dans les bois voisins. On ne l'a plus jamais revue. Son décès n'a jamais été officiellement confirmé. Son corps n'a jamais été retrouvé et aucune conclusion médico-légale n'a été établie. Son sac à dos a été retrouvé plus d'1 an plus tard, à 40 km du lieu de sa disparition, laissant derrière lui des indices fragmentaires et une fin tragique qui a hanté la ville pendant des années. Suivez-nous pour découvrir l'histoire d'Asha Degree. Le jour de la Saint-Valentin de l'an 2000, un père entra dans la chambre de ses enfants pour vérifier qu'ils allaient bien, convaincu que tous les deux dormaient encore paisiblement. Il ne pouvait pas savoir que, quelques heures plus tard, sa fille quitterait son lit familier et disparaîtrait, déclenchant une affaire qui demeure non élucidée à ce jour. À partir de ce moment-là, il n'y eut plus jamais aucun témoignage crédible attestant qu'elle ait été revue. Asha Degree est née le 5 août 1990 à Shelby, en Caroline du Nord. Elle était la fille de Harold et Iquila Degree, mariés en 1989. Précisément le jour de la Saint-Valentin, une coïncidence douloureuse, puisque le 14 février deviendrait plus tard la date de la disparition d'Asha. Elle avait un frère aîné prénommé O'Brien. Les deux enfants ont été élevés dans un foyer très protégé, situé dans la partie nord de Shelby. Leurs parents limitaient fortement l'usage de la télévision, en particulier les programmes d'actualité, estimant que ce type de contenu était trop négatif pour de jeunes enfants. En dehors de l'école, de la famille et de l'église, Asha et son frère avaient très peu d'activités sociales. Le foyer Degree ne possédait pas non plus d'ordinateur, un détail qui sera relevé plus tard lors du réexamen de l'affaire. Dans une interview, Iquila Degree a expliqué qu'elle était profondément préoccupée par les risques encourus par les enfants, en particulier dans les affaires où de très jeunes enfants sont approchés ou influencés par le biais d'environnements en ligne. Pour cette raison, elle avait choisi d'éloigner ses enfants de ce qu'elle considérait comme des dangers inutiles. En l'an 2000, Asha était âgée de 9 ans et était scolarisée en classe de 4e année à la Falston Elementary School. Selon les personnes qui connaissaient la famille, le fait de grandir dans un environnement aussi strictement encadré l'avait rendue discrète, timide et prudente dans les situations sociales. Asha était toujours polie, attentive et dépassait rarement les limites fixées par ses parents pour elle et pour son frère. Le vendredi 11 février 2000, l'école était fermée. Certains premiers rapports ont affirmé que cette fermeture était liée à la fête du President's Day. Mais cela ne correspond pas au calendrier de cette année-là, puisque le jour férié tombait le 21 février. Ce même soir, un entraînement de basketball programmé a tout de même eu lieu, ce qui aurait été peu probable s'il s'était agi d'un jour férié officiel. Pour cette raison, il est plus vraisemblable que la fermeture corresponde à une journée interne à l'établissement, comme une journée pédagogique pour les enseignants, plutôt qu'à un jour férié reconnu. Le jour où l'école était fermée, les deux parents d'Asha se rendirent au travail. Asha et son frère restèrent donc chez leur tante, Alice, qui vivait près du domicile de la famille Degree et qui, selon les informations disponibles, habitait avec leur grand-mère, Joanne, la mère de Harold. Dans l'après-midi, tante Alice emmena les deux enfants à l'école pour l'entraînement de basketball, car Asha et O'Brien devaient disputer des matchs le lendemain à la Burns Middle School. Le match d'Asha eut lieu en premier. Avant le début de la rencontre et tout au long du match, elle se plaignit de douleurs à la jambe. Asha jouait au poste de meneuse et était considérée comme l'une des joueuses les plus solides de l'équipe. Toutefois, lors de ce match, elle fut exclue pour accumulation de fautes et son équipe subit sa première défaite de la saison. Selon les personnes présentes, Asha parut très affectée, se reprocha le résultat et eut le sentiment d'avoir déçu ses coéquipières. Au moment où le match d'O'Brien commença, son état d'esprit sembla s'améliorer. Elle fut vue souriante, discutant et riant avec des amis et des membres de l'équipe.
Après la fin du match d'O'Brien, la famille rentra ensemble à la maison. Le lendemain, dimanche 13 février, Asha et son frère retournèrent le matin chez Tante Alice. De là, la famille se rendit à l'office religieux à l'Ambassador Missionary Baptist Church à Waco, en Caroline du Nord. Après l'église, ils revinrent chez Tante Alice pour le déjeuner, où les deux enfants reçurent des confiseries de la Saint-Valentin de la part de leur grand-mère. Joanne, des membres de la famille, ont déclaré par la suite qu'Asha était de très bonne humeur ce jour-là. Dans la soirée, le père d'Asha partit travailler pour son second service chez PPG Industries. Ainsi, lorsque la famille rentra à la maison, seuls Asha et O'Brien et leur mère, Ikila, étaient présentes. Une fois rentrée, Asha se reposa un moment sur le canapé avant de se préparer pour la nuit. Elle portait une chemise de nuit blanche bordée de rouge, et ses cheveux étaient coiffés en 2 couettes. Vers 20h, Asha alla se coucher. O'Brien se coucha à la même heure, les deux enfants partageant la même chambre. Aux alentours de 2h30 du matin, Harold Degree alla de nouveau vérifier que les enfants dormaient. Tous deux étaient encore dans leur lit. Plus tard, O'Brien dira que, durant la nuit, il avait entendu sa sœur bouger et l'avait vue se lever et marcher en direction de la salle de bain. Il supposa qu'elle était retournée se coucher, comme elle le faisait habituellement. Vers 5h45 du matin, Ikila Degree se réveilla plus tôt que d'habitude afin de préparer les enfants pour la journée. Lorsqu'elle entra dans la chambre pour les réveiller, elle constata qu'Asha n'était plus dans son lit. Dans un premier temps, elle pensa que sa fille s'était simplement levée plus tôt que prévu. Cependant, après avoir fouillé la maison et réalisé qu'Asha était introuvable et que son sac à dos ainsi que plusieurs effets personnels manquaient, Ikila commença à paniquer. La famille appela immédiatement leur grand-mère, Joanne, ainsi que leur tante, Alicia, pour leur demander si Asha se trouvait chez elle. Toutes deux confirmèrent qu'elles ne l'avaient pas vue. La famille l'appela alors le 911. Peu après 6h30, le shérif Dan Crawford et des adjoints du bureau du shérif du comté de Cleveland arrivèrent au domicile et entamèrent les recherches. Le State Bureau of Investigation fut également sollicité pour aider à quadriller la zone et, en début d'après-midi, la maison de la famille Degree fut placée sous scellé dans le cadre de l'enquête. Les enquêteurs se retrouvèrent rapidement confrontés à une disparition déroutante. Les chiens de pistage ne parvinrent pas à relever d'odeur exploitable, et aucun signe d'effraction ou de lutte ne fut constaté à l'intérieur de la maison. Les portes avant et arrière pouvaient être ouvertes de l'intérieur sans clé, et rien n'indiquait qu'un incident impliquant des violences physiques se soit produit à l'intérieur du domicile. Ce qui troubla encore davantage les enquêteurs fut l'état des conditions météorologiques cette nuit-là. De fortes pluies, des vents violents et des températures basses rendaient une question inévitable. Pourquoi une fillette de 9 ans aurait-elle quitté son domicile dans de telles circonstances? La police commença à contacter les habitants du secteur et les foyers voisins à la recherche de témoins. En fin d'après-midi, 2 témoignages distincts furent recueillis. Le premier provenait d'un chauffeur routier âgé de 25 ans. Il déclara avoir reconnu le visage d'Asha après avoir regardé les informations pendant sa pause déjeuner. Plus tôt dans la matinée, alors qu'il circulait sur l'autoroute, il avait aperçu une jeune fille marchant seule le long du bas-côté. Il fit demi-tour à 3 reprises avec son camion afin de vérifier la situation. Toutefois, lorsque Asha remarqua le véhicule, elle quitta la chaussée et s'enfonça dans la zone boisée bordant la route. Le second témoignage émanait d'un ancien adjoint du bureau du shérif du comté de Cleveland, qui déclara lui aussi avoir vu, dans le même créneau horaire, une jeune fille correspondant à la description d'Asha. L'un des témoins a déclaré qu'il conduisait son camion avec son fils lorsqu'ils remarquèrent une petite silhouette marchant le long de l'autoroute. En raison des mauvaises conditions météorologiques et de l'incertitude quant à la situation, ils ne s'arrêtèrent pas, mais contactèrent d'autres chauffeurs routiers par radio afin de les avertir qu'un enfant se trouvait sur la route. Plus tard, après en avoir parlé avec son épouse et avoir suivi les reportages télévisés sur la disparition, l'homme comprit qu'il pouvait s'agir d'Asha. Il se rendit alors au poste de commandement des recherches, installé à la Mills Memorial Baptist Church, afin de rapporter ce qu'il avait vu aux forces de l'ordre. Pendant ce temps, après une nouvelle vérification de la maison, la famille confirma qu'Asha semblait avoir emporté son sac à dos, lequel contenait des confiseries, des vêtements, du papier et des crayons.
Cette découverte intrigua profondément les enquêteurs. Tant la police que les membres de la famille peinaient à comprendre pourquoi une fillette décrite comme douce, bien élevée, respectueuse des règles et ayant grandi dans un foyer stable serait partie en pleine nuit. D'autant plus dans des conditions météorologiques aussi difficiles. Selon les dossiers, Asha avait également très peur des chiens, une crainte qui l'empêchait parfois de sortir seule à l'extérieur. Les recherches furent étendues à un rayon d'environ 5 miles autour du quartier familial. Peu après, des bénévoles s'adressèrent à Raleigh et Debbie Turner, propriétaires d'une entreprise de tapisserie située à proximité, pour leur demander l'autorisation de fouiller leur terrain. Sur cette propriété se trouvait un ancien abri sans porte, situé à environ 300 pieds de la chaussée. À l'intérieur de l'abri, les équipes de recherche découvrirent des emballages de bonbons correspondant au type de confiserie qu'Asha avait reçu lors du match de basketball plus tôt. Elles trouvèrent également un nœud pour cheveux Minnie Mouse, un feutre et la photographie d'une jeune fille. Ces éléments furent immédiatement remis aux forces de l'ordre en tant que preuves potentielles liées à la disparition. Dans un premier temps, la famille Turner remit la photographie à la police, tout en exprimant des doutes quant au lien direct des autres objets avec l'affaire, estimant qu'ils avaient été retrouvés trop loin du domicile d'Asha. Le lendemain, l'ensemble des objets restants fut également confié aux enquêteurs. La famille Degree identifia rapidement la plupart des objets comme appartenant à Asha, à l'exception de la photographie. Aucun membre de la famille n'avait jamais vu cette photo auparavant, et personne ne reconnut la jeune fille qui y apparaissait. L'école d'Asha ne fut pas non plus en mesure d'identifier l'enfant figurant sur la photographie. Sur la base de ces éléments, les enquêteurs élaborèrent la théorie selon laquelle Asha aurait marché vers le sud le long de la Highway 18, conformément au témoignage décrivant une fillette correspondant à son apparence quittant le bord de la route pour s'enfoncer dans une zone boisée, l'entreprise de tapisserie de Debbie Turner, où les objets furent découverts, se situait à environ 21 minutes de route du domicile d'Asha. Le 20 février, après environ 9000 heures de recherche, les autorités suspendirent officiellement les opérations au sol, déclarant que la zone avait été examinée de manière approfondie et qu'elle ne pensait pas qu'Asha s'y trouvait encore. Afin d'écarter toute implication de la famille, les membres du foyer Degree se soumirent volontairement à des tests polygraphiques en mars 2000, qu'ils réussirent tous. Ce même mois, la famille contribua avec des fonds personnels et, en collaboration avec la communauté locale, mit en place une récompense de $5000 pour toute information susceptible d'aider à déterminer où se trouvait Asha. Un panneau d'affichage fut également installé près de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois, dans le but de susciter une attention publique accrue et de recueillir de nouvelles pistes. À la même période, le shérif Dan Crawford décida de réinterroger le frère d'Asha ainsi que ses amis. Afin de réévaluer les relations entourant Asha, le shérif Dan Crawford fit appel à Kimberly Poirier, une spécialiste reconnue pour son expérience dans l'entretien avec des enfants, afin de l'assister dans l'enquête. Les échanges avec les amis d'Asha ne permirent pas d'obtenir d'avancées majeures. Toutefois, un détail retint l'attention. Plusieurs camarades de classe déclarèrent que, le 10 février, Asha leur avait montré de l'argent qu'elle conservait dans son portefeuille. L'origine de cet argent n'a jamais été établie, et il demeure incertain qu'elle l'ait encore en sa possession au moment de sa disparition. L'été de l'an 2000 apporta un développement inattendu. Un homme nommé Baron Ramsey, identifié comme un ancien camarade de classe de la mère d'Asha, contacta les autorités et affirma être lié à sa disparition. Selon Ramsey, lui-même et un autre individu étaient impliqués dans une activité illégale lorsqu'une collision grave se serait produite avec Asha, alors qu'elle marchait le long de la Highway 18. Il déclara qu'il pensait qu'Asha était décédée, puis qu'il l'avait placée dans un camion et s'était rendu au lac Moss, où il affirma qu'elle avait été emmenée dans la zone du lac. Les forces de l'ordre procédèrent à 2 fouilles approfondies du lac, sans découvrir de restes humains. Les enquêteurs examinèrent également l'endroit que Ramsey avait désigné comme le lieu de la collision présumée, mais ne trouvèrent aucune trace d'un accident de la circulation ni aucun élément matériel venant étayer son récit. En raison de l'absence d'éléments corroborants et du passé judiciaire de Ramsey, les enquêteurs estimèrent que sa déclaration n'était pas crédible, selon les dossiers de l'affaire.
Les autorités pensèrent que Ramsey avait formulé ces affirmations dans le but d'obtenir un avantage dans une autre affaire pénale grave à laquelle il était confronté à l'époque. Son récit fut par la suite écarté en tant que piste principale de l'enquête. Après cela, l'affaire retomba dans une impasse. Près de 18 mois s'écoulèrent avant que de nouvelles informations fiables n'émergent. Le 2 août 2001, un entrepreneur nommé Terry Fleming, qui travaillait sur l'aménagement d'une allée le long de la Highway 18, remarqua quelque chose d'inhabituel. En creusant, il mit au jour un sac en plastique noir enterré dans le sol. Fleming déclara plus tard qu'il avait immédiatement ressenti que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il ouvrit le sac, il découvrit à l'intérieur un sac à dos beige et noir portant le nom d'Asha Degree ainsi qu'un numéro de téléphone. En raison de l'absence de signal de téléphonie mobile dans la zone, Fleming nota les informations pertinentes et quitta les lieux. Le lendemain matin, il raconta sa découverte à son épouse. Celle-ci reconnut immédiatement le nom et l'exhorta à contacter sans délai les forces de l'ordre. Selon le shérif Dan Crawford, le sac à dos avait été enterré depuis un certain temps et était enveloppé de 2 couches. Les forces de l'ordre n'ont pas rendu public l'inventaire complet des objets retrouvés à l'intérieur. Toutefois, Crawford a indiqué qu'entre 90 et 99% du contenu avait été confirmé comme appartenant à Asha. Le Charlotte Observer a ensuite rapporté que ces objets comprenaient des vêtements, une feuille de papier et une boîte de crayons. Les autorités ont fait appel à des chiens de recherche spécialisés dans la détection de restes humains afin d'examiner la zone où le sac à dos avait été découvert. Les chiens ont marqué 3 endroits situés à proximité. Mais aucune de ces zones n'a livré de résultats concluants. Au cours des recherches, les enquêteurs ont également retrouvé un pantalon kaki pour homme dans les environs, sans toutefois pouvoir déterminer si cet objet était directement lié au sac à dos. Environ 1 an après la disparition d'Asha Degree, Wayne Thomas, l'enquêteur principal chargé de l'affaire, fut relevé de ses fonctions. Il fut accusé d'avoir retenu certains éléments de preuve liés à la disparition d'Asha. Thomas a nié ces accusations, affirmant avoir été écarté de l'enquête par d'autres enquêteurs. Après un certain temps, il fut finalement réintégré, à la suite de l'échec du shérif Dan Crawford à se faire réélire. Plus de 2 ans après la disparition d'Asha Degree, les enquêteurs commencèrent à s'intéresser à 2 frères au lourd passé criminel. Le premier, Danny Ray Johnson, avait été inculpé pour l'enlèvement d'une jeune femme, suivi d'une agression grave commise dans une zone boisée, avant de la laisser attachée à un arbre. Il avait également reconnu son implication dans une autre attaque grave visant une jeune femme, survenue seulement quelques jours plus tôt. Son frère, Herbert Johnson, possédait lui aussi un casier judiciaire pour des faits d'agression grave et, selon les dossiers, était un délinquant sexuel condamné ayant avoué une autre affaire d'homicide. Les documents d'enquête indiquent qu'Herbert Johnson a fourni des échantillons d'ADN et de cheveux aux autorités. Il a déclaré qu'au moment de la disparition d'Asha, son frère était détenu dans un autre État, tandis que lui-même suivait un traitement dans un établissement de soins en santé mentale. Le 16 septembre, les enquêteurs annoncèrent qu'Herbert Johnson et Danny Ray Johnson avaient été temporairement écartés en tant que suspects dans l'affaire Asha Degree. Des années plus tard, le 12 janvier 2015, un homme de 52 ans nommé Donald Ferguson fut arrêté à son domicile de Spartanburg, en Caroline du Sud, dans le cadre d'une affaire grave remontant à 1990. Cette affaire concernait Shalonda Poole, une fillette de 7 ans qui avait subi de graves violences avant de décéder. Son corps avait été découvert derrière une école élémentaire à Greensboro, en Caroline du Nord. Les dossiers montrent que Ferguson avait déjà été interpellé à Spartanburg pour une infraction grave impliquant un enfant, mais qu'il avait été remis en liberté dans l'attente de son procès. Durant cette période, il s'était installé à Greensboro, où les faits concernant Shalonda Poole se produisirent par la suite. Pendant 17 ans, cette affaire resta non élucidée. En 2007, le dossier fut rouvert et une équipe de spécialistes en criminalistique procéda à un réexamen complet des éléments de preuve au cours de ce processus. Les enquêteurs récupérèrent de l'ADN et les résultats des analyses révélèrent une correspondance avec Donald Ferguson. Une affaire grave qui traîne depuis des décennies connaît enfin un nouveau rebondissement. Sean Mozzarella,
de News 4 est en direct de la prison du comté de Spartanburg ce matin. Sean, avez-vous des informations concernant cette affaire qui semblait au point mort ? Eh bien, les faits remontent à 23 ans à Greensboro, en Caroline du Nord. Cependant, cette semaine, les US Marshals ont annoncé l'arrestation d'un suspect à Spartanburg. Le suspect, détenu derrière moi, est Donald Preston Ferguson, âgé de 52 ans. Il est accusé d'implication dans l'acte particulièrement odieux d'avoir causé la mort d'une fillette de 7 ans. Les autorités pensent qu'il est le complice dans la tragique affaire de Shalonda Paul, survenue il y a plusieurs années. En 2014, Donald Ferguson plaida coupable et fut reconnu coupable d'homicide au premier degré, écopant d'une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Des similitudes entre l'affaire Shalonda Paul et la disparition d'Asha Degree conduisirent les enquêteurs à envisager Ferguson comme suspect potentiel. Toutefois, à ce jour, les autorités ne l'ont pas officiellement lié à la disparition d'Asha. En 2015, le FBI se joignit officiellement à l'enquête afin d'aider à déterminer ce qui était arrivé à Asha Degree. En février 2015, le FBI commença à travailler directement avec le bureau du shérif du comté de Cleveland pour procéder à un réexamen complet du dossier. Une nouvelle piste apparut en mai 2016 lorsqu'un informateur signala avoir peut-être vu une fillette correspondante à la description d'Asha montée dans un véhicule vert foncé. Identifiée comme une Lincoln Continental Mark IV de la fin des années 1970 ou possiblement un modèle Ford similaire. En septembre 2017, le FBI renforça encore son implication en déployant une équipe d'intervention rapide spécialisée dans les affaires d'enfants disparus, afin de consolider les efforts d'analyse et d'enquête. Aux alentours du 20e anniversaire de la disparition d'Asha, les enquêteurs confirmèrent que des objets supplémentaires avaient été découverts dans son sac à dos. Il s'agissait notamment d'un exemplaire du livre McElligot's Pool du Dr Seuss et d'un t-shirt du groupe New Kids on the Block. Le livre fut identifié comme appartenant à la Falston Elementary School et avait été emprunté plus tôt en l'an 2000. Les autorités ont précisé qu'elles ne pensaient pas que ces deux objets se trouvaient tous les deux en possession d'Asha au moment où elle avait quitté son domicile. Aujourd'hui, plusieurs théories existent quant à ce qui aurait pu arriver à Asha Degree. L'une d'elles, avancée par ses propres parents, suggère qu'Asha aurait pu être influencée par un livre qu'elle avait lu à l'école, The Weeping Boy, qui raconte l'histoire de deux personnages quittant leur vie familière, entreprenant un court voyage, puis finissant par rentrer chez eux. La famille pense qu'Asha aurait pu être attirée par l'idée d'une brève aventure. Une autre théorie avance que le match de basket-ball disputé quelques jours avant sa disparition aurait pu avoir un impact psychologique. Bien que l'humeur d'Asha se soit apparemment améliorée, sa famille a indiqué qu'elle continuait à parler de ce match et que celui-ci aurait pu créer une pression émotionnelle qu'elle aurait gardée en elle. Les enquêteurs n'ont pas non plus écarté la possibilité qu'Asha ait été influencée par un adulte, éventuellement par le biais d'informations trompeuses ou de fausses promesses, l'amenant à quitter son domicile pour aller à la rencontre de cette personne. Aujourd'hui, le panneau d'affichage situé près de l'endroit où Asha a été vue pour la dernière fois est toujours en place, servant à la fois de rappel de l'affaire et d'appel à toute personne disposant d'informations à se manifester. Chaque année, la famille d'Asha organise une marche commémorative afin que son histoire ne soit pas oubliée. Toute personne disposant d'informations concernant la disparition ou la localisation d'Asha Degree est invitée à contacter le FBI ou le bureau du shérif du comté de Cleveland. Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis qu'Asha Degree, une enfant disparue à Shelby, en Caroline du Nord, s'est volatilisée dans la nuit froide le long de la Highway 18. Et pourtant, son affaire demeure l'une des plus troublantes des États-Unis en matière de true crime. Malgré des milliers d'heures consacrées par le bureau du shérif du comté de Cleveland, le FBI et d'autres agences d'enquête à l'exploration de différentes pistes, l'affaire Asha Degree reste non résolue. Dans tout documentaire de true crime, ce dossier constitue un exemple clair de ce qui se produit lorsque des indices essentiels apparaissent de manière fragmentaire. Lorsque des éléments de preuve émergent trop tard et lorsque le temps lui-même devient le principal obstacle à la justice, la disparition d'Asha Degree n'est pas seulement l'histoire d'une enfant portée disparue.
Elle met également en lumière de graves lacunes dans les premières étapes de l'enquête. Qu'il s'agisse de l'évaluation des témoignages, de la gestion des preuves matérielles ou de l'examen de suspects potentiels, parfois écartés sans qu'une conclusion définitive ne soit atteinte. Des éléments tels que le sac à dos retrouvé ultérieurement, les pistes impliquant un véhicule vert foncé, ou encore l'intervention tardive des ressources du FBI spécialisées dans les enlèvements d'enfants, soulignent tous une réalité douloureuse. Chaque retard dans une enquête de true crime peut avoir des conséquences qui s'étendent sur plusieurs décennies. À ce jour, Asha Degree n'a toujours pas été retrouvée et sa disparition demeure une affaire non élucidée impliquant un enfant. La famille d'Asha, ainsi que la communauté locale du comté de Cleveland, continuent d'organiser des commémorations, de maintenir le panneau d'affichage appelant à retrouver Asha Degree et d'encourager toute personne disposant d'informations sur sa localisation à se manifester. Cette affaire rappelle avec gravité que, dans les documentaires de true crime impliquant des enfants, la justice exige non seulement de la persévérance, mais aussi de l'urgence, de la responsabilité et de la transparence. Et tant que la vérité n'aura pas été établie, l'histoire d'Asha Degree restera un appel permanent à l'action, tant pour le système d'enquête que pour l'ensemble de la société.